Sire, j'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Et car accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant, sans les applications pratiques de la science. Mon cheval arrêté sous l'arbre plein de tourterelles. Je siffle un sifflement si pur qu'il n'est promesse à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. Feuilles vivantes au matin sont à l'image de la gloire. Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre, appuyé du menton à la dernière étoile, il voit au fond du ciel à jeun de grandes choses, pures, qui tournent au plaisir. Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur, et paix à ceux, s'ils vont mourir, qui n'ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète on a eu des nouvelles, il a écrit encore une chose très douce, et quelques-uns en eurent connaissance. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui à la journée de commémoration du cinquantenaire du prix Nobel de littérature de St. John Perse. Je vous remercie tout particulièrement parce que, comme vous l'avez constaté, les conditions climatiques ne nous favorisent pas du tout. Et bon, j'espère que nous serons rejoints par un public un peu plus nombreux au cours de la journée. Je crois que c'est dans les essais que Montaigne parlait de ces idées gelées. Et c'est un peu ce qui nous arrive, je pense, ce matin. Nous avons envie de rendre hommage à ce poète qui, pendant, je crois, toute sa trajectoire littéraire, a souffert d'un défaut de reconnaissance. Donc, ce n'est pas là une commémoration, on va dire, en termes de réflexe. Il s'agit plutôt de saisir une occasion à nouveau de diffuser cette œuvre qui n'est pas assez connue, qui n'est pas assez lue. Et donc pour ce faire, nous avons choisi, comme vous l'avez découvert dans le programme attenant à cette journée, une certaine diversité d'approches. Alors évidemment des approches universitaires auxquelles nous sommes attachés, parce que les universitaires finalement, qu'est-ce qu'ils font sinon que nous précéder dans la lecture et nous aider, nous donner des clés. Et particulièrement pour St. John Perse, ce trajet a été, je crois, assez exemplaire. La critique persienne a su ménager des transitions particulièrement remarquables en quelques 50 ans de développement, depuis que Roger Caillois lui a donné ses lettres de noblesse avec Poétique de St. John Perse en 1954. Et puis, nous avons choisi, un peu à l'image de toutes les manifestations qui ont été organisées par le passé par le site sjperse.org et la revue, la Nouvelle Anabase, de donner la parole également à des artistes que vous entendrez cet après-midi, dans la 4e table ronde particulièrement, des écrivains, des peintres, en tout cas un peintre, des musiciens, qui ont choisi donc de nous dire leur attachement également à cette parole poétique pour qu'elle ne reste pas un peu figée dans un public captif. Mais donc, comme l'occasion nous en donne le propos, il s'agit effectivement de se souvenir que, comme St. John Perse vient de vous le dire à quelques 50 ans de distance, la poésie effectivement n'est pas souvent à l'honneur, sa poésie n'est pas souvent à l'honneur, et il est certain que cet honneur qui a éclos en 1960, d'abord le 26 octobre, date de la proclamation du prix, et puis le 10 décembre, nous sommes à quelques jours du 10 décembre, ça fait exactement 50 ans donc, que St. John Perse reçoit à Stockholm le prix Nobel de littérature. Je crois qu'il y a là une sorte de borne du temps qui nous permet un peu de nous retrouver dans la trace de cette œuvre,
de revenir là-dessus et puis aussi de se demander finalement pourquoi elle n'est pas assez lue aujourd'hui, moyennant effectivement la désaffection générale pour la poésie. Alors, dans un premier temps, effectivement, nous allons parler avec Madame Henriette Le Villain des conditions d'attribution de ce prix Nobel, car il est certain que toute une trajectoire a préparé un peu l'attribution du prix Nobel de littérature de St. John Perse. Il est certain qu'on a très souvent eu une image un peu caricaturale de cette trajectoire. On a souvent dit qu'il a fait en sorte, de manière un peu appuyée, d'avoir ce prix Nobel. Il a recherché le prix Nobel. Je crois qu'on oublie, ce faisant, que le prix Nobel de littérature, finalement, pour tout écrivain, est également question de visibilité de son œuvre, de visibilité critique, de visibilité internationale, de diffusion. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Le cas spécifique de St. John Perse nous place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à un écrivain qui sentait qu'il n'était pas reconnu suffisamment, non seulement dans le monde entier, mais particulièrement dans son propre pays. Et donc c'est un peu de cela que je voudrais d'abord parler avec Madame Le Villain. Et à brûle-pourpoint, pour commencer notre entretien, je vous demanderai quel est votre ressenti, comment vous envisagez ce cinquantenaire. Est-ce qu'il y a finalement de quoi parler d'une commémoration? Est-ce que cette commémoration peut être effectivement l'objet d'une nouvelle diffusion, avant de passer donc effectivement aux conditions d'attribution en tant que telles? Loïc, vous faites la preuve que c'est bien de faire des commémorations. Je pense qu'effectivement, rafraîchir la mémoire d'un poète autour d'un événement aussi important que le Nobel est une chose particulièrement juste. De là à dire que cela va, je dirais, rénover ou alimenter la curiosité sur St. John Perse, je n'en suis pas tout à fait convaincue. Je suis un peu moins optimiste que vous de ce point de vue, ne serait-ce que parce que le paysage littéraire a tellement changé en France et aussi nos médiateurs littéraires ont beaucoup évolué. Bon, je pense que on va aller directement vers la première question que vous aviez voulu nous poser. Oui, tout à fait. La situation, finalement, de cette œuvre en 1960, au moment où le prix Nobel est proclamé le 26 octobre. Est-ce que cette œuvre est véritablement connue suffisamment en France? Quel est donc le contexte de diffusion de l'œuvre de St. John Perse en 1960? Bon, là, je crois qu'il faut répondre très simplement. Elle n'est pas connue en France et je crois qu'on en a une preuve avec la réaction d'un de nos meilleurs critiques de l'époque, qui est Émile Henriot, qui s'étonne de ce que l'on ait donné le Nobel à un poète qui est si peu connu. Bon. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour cela, et je crois que tous ceux qui connaissent un peu St. John Perse ne vont pas découvrir des choses originales dans ce que je vais dire. Mais la première, c'est que en 1960, au regard de ce que l'on connaît de St. John Perse, c'est une œuvre finalement mince. C'est une œuvre mince et on a un écho de cette sensation, si vous voulez, ou cette perception dans la réflexion que John Marshall, responsable dans la fondation Rockefeller, fait auprès de Hammarskjöld. Il lui dit, évidemment, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que l'œuvre est mince. L'œuvre est mince. Bon, et je dirais que non seulement elle est mince, mais elle est exclusivement poétique. Et ça, j'ai toujours pensé que pour la réputation de St. John Perse, pour la connaissance que l'on pouvait avoir de St. John Perse, c'était un handicap. C'était un handicap. Il y a des auteurs de l'époque qui sont des poètes, mais qui écrivent toutes sortes d'autres choses à côté. Claudel écrit des pièces de théâtre, Valéry écrit beaucoup de prose, se fait connaître au Collège de France. Bon, donc l'idée, et ça je crois que c'est ce à quoi il s'est vraiment astreint, en plus, c'est vraiment une intention chez lui, de n'écrire que de la poésie, de ne pas écrire de prose, de ne pas écrire de journaux intimes, à la différence de Gide, qu'il publie, vous le savez, Gide en 1939. Donc de n'écrire vraiment que de la poésie, c'est vraiment un choix. Bon, donc ça, je crois que c'est vraiment un handicap, le fait de s'être légitimé dans le paysage littéraire uniquement par la poésie.
Bon, il y a une autre raison qui est aussi très simple et qui est, je dirais, biographique, c'est qu'il s'est fait oublier, et un peu volontairement. Tout l'entre-deux-guerres, c'est une époque où on ne parle que de Léger, on ne parle plus de Saint-Jean-de-Perse, et à l'intérieur du Quai d'Orsay, ses collègues, parmi les meilleurs de ses collègues, savent à peine qu'il est poète. C'est Joseph-Paul Boncourt qui dira un jour, plus tard évidemment, et la réflexion est dans Honneur, cher ami, cher collègue, si j'avais su que vous étiez le poète d'Anabase quand nous étions ensemble au Quai d'Orsay. Bon, donc il s'est fait oublier, il était vraiment le secrétaire général du Quai d'Orsay, il n'était plus le poète, il a voulu établir une cloison étanche entre ces deux vies, entre ces deux noms et entre ces deux vies. Il y est arrivé, il y est arrivé. Bon, l'autre raison, c'est bien entendu l'exil. Il s'exile, il ne fait rien publier pendant volontairement et à juste titre, je trouve d'ailleurs, hein, pendant la guerre. Toutes ses publications sont à Buenos Aires, donc aux Lettres françaises de Buenos Aires, en Argentine. Bon, donc évidemment, là encore, il se fait oublier. Quant au retour, évidemment, de la guerre, enfin à l'après-guerre, là, je dirais que c'est un terrain politique infiniment plus miné. Hein. Il s'est fait connaître pour son anti-gaullisme, finalement. On ne sait pas très bien où le situer. Mais ça, on reparlera de cela après. Le paysage littéraire français n'est pas du tout un paysage accueillant à la poésie de Saint-Jean-de-Perse. Hein. Et Saint-Jean-de-Perse, d'ailleurs, je dirais, insistera beaucoup sur cette idée qu'on ne peut pas l'accueillir actuellement tel que le paysage littéraire français. Bon, donc toutes sortes de raisons qui font qu'effectivement, il n'est pas connu parce qu'il n'a écrit que de la poésie, il n'est pas connu parce qu'il s'est exilé, il n'est pas connu parce qu'il ne fait rien après 1945 pour se faire vraiment connaître en France. Et d'ailleurs, il y a une rubrique dans Honneur qui est assez amusante, elle s'appelle « Adieu aux amitiés littéraires ». Et il a voulu, puisque vous savez bien que Honneur à Saint-Jean-de-Perse n'est pas un monument dont il n'est pas un peu l'auteur, comme tous les monuments qu'il crée, il a voulu là-dedans faire une sorte de petit recueil des lettres de ses amis littéraires qui, pendant l'entre-deux-guerres, s'étonnent de voir qu'il ne répond plus à leurs lettres. Ça, c'est un des, je trouve, défauts fâcheux de Saint-Jean-de-Perse, c'est qu'il n'a pas beaucoup de gratitude dans l'amitié littéraire et qu'en particulier, il se tait dans les correspondances d'une façon qui est parfois un peu irritante. Et donc, il fait une sorte de petite anthologie de tous ses amis qui lui ont écrit pour lui dire qu'il est, comme le dit Anna de Noailles, un impossible ami, parce qu'il ne répond pas. Gide écrit, j'ai relevé ça, ce mystère hostile. Ce mystère hostile. Bon, donc, comme vous le voyez, il en est au fond assez content de découvrir qu'il est devenu un peu une sorte de personnage à part, que même les meilleurs amis trouvent un impossible ami. Bon, donc toutes sortes de raisons. Et je dirais que au-delà de ces raisons qui sont des raisons objectives, il y a des raisons subjectives. C'est-à-dire que Saint-Jean-de-Perse insiste beaucoup dans ses quelques correspondances de l'après-guerre sur le sentiment qu'il a d'être exclu du milieu littéraire parisien pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, il y a le fait qu'il n'a plus vraiment beaucoup de médiateurs, à part Paulan, il n'a plus beaucoup de médiateurs, de compagnons de route littéraire, bien sûr, là-bas à Paris. Les générations ont passé. Et les aînés, comme il le dit, ne sont plus là pour parler pour lui. Il écrit en 1957 à justement Opno ou à Marskjöld, terrible aussi l'absence d'aînés autant que de cadets valables. Alors autant que de cadets valables, c'est évidemment une pointe, vous en doutez, contre la génération qui fait la littérature à l'époque à Paris, parmi lesquels évidemment des grands noms, Aragon, Camus, Sartre, etc. Mais ça, on y reviendra peut-être. Et à Claudel aussi, Claudel est mort en 1955, hein, donc il n'est plus là. Hein. Donc
à Claudel, en 1948, il avait écrit « Les amis qui eussent levé la main pour moi ne peuvent plus le faire. C'était Larbaud, Fargue, Rivière, Valéry, Jam. » Donc certains sont morts, certains évidemment non. Ben oui, Rivière, Larbaud, Jam sont morts, bien sûr. Valéry est mort tout au début de la guerre, donc il n'a plus ses amis sur lesquels il comptait jusqu'ici. Bon, et puis alors, c'est la dernière chose qui est évidemment la plus importante, c'est que le paysage littéraire de Paris ne peut pas l'accueillir. Il a été bouleversé par la guerre et il y a, je dirais, une sorte de violence et politique et littéraire qui ne correspond absolument pas à la manière dont Saint-Jean de Perse pense et fait de la poésie. Il y a bien sûr d'abord quelque chose qui certainement lui a fait peur, qui était ce comité national des écrivains qui avait fait, vous savez, une liste noire sur laquelle on excluait des écrivains, et ils sont allés d'ailleurs, ils ne sont pas allés de main morte. Tout ça présidé par Aragon et cette bande. Bon, est-ce qu'il a pensé qu'il serait de ces écrivains? Bon, je ne suis pas sûre, mais de toute façon, l'atmosphère n'est pas favorable pour quelqu'un qui s'est exclu et qui a été anti-gaulliste. Et d'autre part, le paysage politique comme le paysage littéraire est évidemment marqué par ces deux courants qui sont les résistants gaullistes, les résistants communistes. Et n'étant ni l'un ni l'autre, bien entendu, il n'a plus sa place. Bon, alors, je ne sais pas ce que je me posais comme question ce matin en me réveillant. Quelles sont exactement les informations qu'il a sur ce paysage littéraire? Paulan est certainement celui qui doit les lui transmettre. Peut-être que Pierre Auster pourra nous dire des choses peut-être plus précises là-dessus. Quels sont ses interlocuteurs de Paris? Visiblement, il veut réduire le paysage littéraire parisien à l'existentialisme. C'est pour lui tout ce qui caractérise le paysage littéraire parisien. Et dans les quelques lettres où on comprend cela, il est vraiment très sévère sur cet existentialisme. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il ait très bien compris les différences entre Sartre et Camus, par exemple. Mais de toute façon, on en a un indice très, très sûr dans la manière qu'il conseille dans les éditions Bollingen, où il essaye d'éloigner tout ce qui pourrait ressembler à cette nouvelle approche, évidemment, et philosophique et littéraire, qui est celle de l'absurde. Pour lui, non, le monde n'est pas absurde, et il écarte Sioran, par exemple, en disant Sioran ne serait pas de ceux que les Américains aimeraient en lire, parce qu'il y a chez lui trop de pessimisme et trop d'absurde. Donc je pense que pour lui, l'existentialisme se confond avec la littérature et la philosophie de l'absurde. Vous voyez que c'est quand même assez, à mon avis, réducteur. Et d'autre part, se confond avec et Sartre et Camus. Il ne fait pas très bien la différence entre les deux. De toute façon, son discours, et ça j'en suis de plus en plus convaincu, a vraiment été conçu, écrit contre l'existentialisme et en particulier contre Camus. Ça, je l'avais déjà montré. Vous l'aviez montré particulièrement dans la conclusion de ce discours, où Saint John Perse finalement nous dit « Et c'est assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps ». Et ce serait finalement une sorte de réponse au discours de réception du prix Nobel par Albert Camus en 1957. C'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien de cet enjeu-là. Je le pense plus que jamais, d'autant que j'ai retrouvé l'autre jour un article de Camus qui date de l'année qui précède son Nobel à lui, qui s'appelle « La mauvaise conscience ». Donc je pense que, même si ce n'est pas contre cet article qu'il n'a peut-être pas lu, je pense que ce concept, qui se retrouve d'ailleurs dans le discours de Camus, le mot y est, je pense que c'est quelque chose qui évidemment travaille beaucoup les écrivains de l'après-Seconde Guerre mondiale. Où doit se situer l'écrivain? C'est quand même une question grave. Où doit se situer l'écrivain? Et Camus pose vraiment sérieusement, gravement la question dans son discours. Est-ce qu'un écrivain peut s'exclure des événements contemporains? Et il prône une forme d'engagement. Non, un écrivain ne peut pas, sinon il vivrait dans la mauvaise conscience, il ne peut pas ne pas s'engager. Et ça, il le dit très clairement, alors que, évidemment, il vit dans son environnement le contexte bouleversant pour lui de la guerre d'Algérie. Bon, donc cette notion d'engagement
elle est chez les écrivains de l'époque, les écrivains parisiens de l'époque, je dis bien, enfin français de l'époque, et Saint-Jean-de-Perse va au contraire, dans son discours, se situer à une telle hauteur qu'il parle contre l'engagement. Contre l'engagement. Non, l'écrivain ne doit pas travailler pour l'immédiat, il ne doit pas mettre ses mains dans le cambouis, il doit se situer à cette hauteur altière, le mot d'ailleurs est dans la phrase que vous avez annoncée, à ce niveau altier, n'est-ce pas, où il surplombe tout et envisage ce que seraient les choses, je dirais, presque vues de Sirius. Ce qui est assez cocasse d'ailleurs, c'est qu'il choisit de le faire tout en faisant, comme c'est souvent le cas chez lui, une sorte d'allusion un peu tronquée dans la citation à Nietzsche, qui avait dit lui-même le philosophe doit être la mauvaise conscience de son temps, parle de là le bien et le mal. Et il sait, ce faisant, que Nietzsche est également une référence pour Camus tout à fait fondamentale. Mais alors, je voulais revenir avec vous un peu sur les conditions qui ont amené ce prix Nobel en termes historiques. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle un peu de Daga Marshall. Il semblerait que, selon les travaux particulièrement de ces dernières années, on ait mis à jour que toute une campagne avait précédé l'attribution de ce prix Nobel, une campagne au cours de laquelle, finalement, un groupe de bienfaiteurs américains avait manifesté leur ardeur sur la scène internationale. Alors effectivement, on peut parler de Daga Marshall et de sa position aux Nations Unies, mais également d'Archibald MacLeish, de Mina Curtis et de Henry Hopno. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous faire un panorama de ce groupe-là ? En reprenant les conditions de cette attribution, puisque c'était une des questions que Loïc vous vouliez poser, moi j'ai été sidérée par la ténacité confondante de ce milieu américain, mais confondante. Et je pense qu'on a envie de se poser la question, mais pourquoi ? Parce que tout de même, Saint-Jean-de-Perse est un poète français, qu'il faut le traduire. Ce n'est pas si facile quand même de comprendre Saint-Jean-de-Perse. Il n'a pas écrit des choses en plus à l'époque très faciles à écrire, que ce soit Exil ou Vent, ce sont des grands poèmes difficiles, très difficiles. Alors, on peut dire qu'il y a évidemment des femmes, il y a un milieu de femmes autour de lui qu'il admire énormément, dont Mina Curtis, qui se donne un mal pour vraiment faire les choses avec subtilité en plus, pour qu'il obtienne le Nobel. Moi, je me suis aussi posé la question de savoir si les Américains n'avaient pas voulu donner un peu de prestige à un Français anti-gaulliste. Il faut savoir quand même que les Américains ont haï de Gaulle. Léger a poussé Roosevelt vraiment dans cette voie-là, en essayant de défendre au début le général Giraud, ce qui était vraiment une pas très bonne idée. Donc, il avait une vision évidemment atlantiste du monde. Il était complètement pour défendre les intérêts de l'Amérique et défendre la politique américaine. Est-ce qu'il aurait voulu vraiment que l'on aille jusqu'au bout de cette politique ? Je n'en sais trop rien. Mais c'est une question que je pose et on n'a absolument aucune possibilité de répondre à cela. Mais c'est vrai que devant cette ténacité confondante, je reste un petit peu baba. Je me dis, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien eu en France, rien eu, ni comme volonté de le lui attribuer, ni lorsqu'il a été attribué de reconnaissance, puisqu'il n'y a aucun télégramme officiel, que De Gaulle ne fait envoyer aucun petit couteau, donc il n'y a que Malraux, à titre privé, qui va le féliciter. C'est à titre privé. Donc je dirais que le décalage est quand même stupéfiant. Et je pense d'ailleurs qu'il n'aurait peut-être pas composé le même discours, ce discours-là, qui nous étonne un peu encore aujourd'hui et qui a dû paraître, je dirais presque scandaleux à l'époque, dans ce paysage que nous décrivions tout à l'heure, s'il n'avait pas eu les deux pieds sur le sol américain. Je pense que cette façon d'envisager la littérature, je dirais,
au-delà de notre temps, au-delà de notre petite histoire, si brutalisée par les événements historiques, et la voir comme cela, si vous voulez, dans ce spectre si vaste, si large, je ne sais pas s'il l'aurait fait s'il n'avait pas vécu auprès des horizons américains qui étaient effectivement beaucoup plus vastes et qui n'avaient pas connu quand même, sur leur terrain même, si vous voulez, les horreurs de la guerre. Hein. Le pays n'était pas en ruine comme il l'était chez nous. Donc, je me dis qu'il y a quand même un décalage, et dans l'attribution, et dans la composition de ce discours, qui vient peut-être de cet exil, bon, favorable à la poésie, certes, mais tout de même un peu dissonant par rapport dans ses conséquences. Alors effectivement, c'est toute une chaîne d'aide et de médiation qui va l'amener à recevoir ce Nobel. Alors je crois que entre Mina Curtis et Opnaud, hein, d'abord, Opnaud parce qu'il est délégué de la France à l'ONU à l'époque, et Mina Curtis parce qu'elle veut un bien extraordinaire à Saint-Jean-de-Perse, et qu'elle a vraiment des amitiés, elle a des amitiés puissantes hein, dans le milieu littéraire américain. Bon, le bouche-oreille va fonctionner et la chaîne fonctionne très 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 bien. Alors, on s'appuie bien sûr sur ces éditions bilingues qui sont un chef-d'œuvre hein, aux éditions Bollingen, qui, bon, en particulier les très belles éditions et les très belles traductions. Donc, bon, quelquefois elles sont plus contestables, mais enfin bon, certaines sont très très belles. On fait appel à T.S. Eliot pour qu'évidemment il vienne apporter un peu sa caution. On dit à un moment, est-ce qu'il ne nous manque pas quand même quelques appuis du côté français? On se pose quand même cette question. Et alors, à ce moment-là, Joan Marshall, qui est vraiment très efficace, qui est un peu le délégué de Mina Curtis, elle tient en fait des fils, avec, c'est comme des marionnettes, hein, ce qu'elle fait derrière. Et Joan Marshall, qui est très, très francophile, car en fait c'est ça, ce sont des Américains francophiles mais anti-gaullistes. Donc, bon. Donc Joan Marshall va essayer de trouver des appuis du côté français. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du côté des Nobel. Alors il y a Mauriac, il y a Martin Dugard. Je trouve que Mauriac est formidable d'ailleurs parce qu'il écrit une lettre. Il hésite au début en disant, vous savez, moi j'ai entendu dire que ces messieurs du Nord n'aiment pas trop qu'on fasse des recommandations. Alors on lui dit, mais si, vous assure, ça va être très très bien, surtout la vôtre. Alors il écrit une lettre très gentiment. Lui, le gaulliste, hein, c'est quand même extraordinaire. Hein. Bon, Martin Dugard aussi, il va de sa lettre. Bon, donc il y a quand même deux appuis importants du côté de la France, mais tout le reste, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique grâce alors à Marshall qui va effectivement entrer dans la course et qui va être d'une efficacité incroyable, puisqu'en fait, il va encourager les traductions en suédois, parce qu'évidemment, c'est très bien l'anglais, mais on aimerait aussi les avoir en suédois, donc il va encourager les excellentes traductions. Je ne connais pas le suédois, mais on dit qu'elles sont excellentes de Lindgren, et qui va, alors là, dès que l'œuvre est publiée, vite, on fait traduire, et puis... Hammarskjöld fait toute une opération autour, évidemment, de l'Académie suédoise et puis circonvient très, très bien les gens du Nobel. Cela dit, il y a des échecs. Hein. Il y a des échecs parce qu'il part très tôt. J'ai vu que la première fois que Mina Curtis parle du Nobel, c'est en 1952. Donc, on a quand même du temps. Et il y aura eu, bien sûr, entre-temps, des nominés, comme on dit aujourd'hui. Il y a en particulier... d'autres poètes. Alors, je réécoutais tout à l'heure justement le discours qui commence par ce n'est pas souvent que la poésie est à l'honneur. Le prix d'avant a été donné quand même à Quasimodo, qui est un poète. Mais il fait comme s'il n'existe pas. C'est un poète très difficile, très, très obscur, très énigmatique, pour lui en tout cas, un inconnu. Et puis le prix d'avant, et ça a été le gros échec, un échec cuisant, évidemment, ça avait été Camus. Et ça a certainement été... mais il avait commencé bien avant, puisqu'il y a eu Laxness, qui est un Finlandais, à qui on avait donné le prix. Donc, en fait, il avance, et lui fait semblant de ne pas s'y intéresser, mais s'y intéresse énormément, surtout qu'il glisse à un moment que ça lui ferait du bien à sa bourse. Hein. Et c'est dit par Marshall. Hein. C'est dit par Marshall, qui le dit à Marshall, qui l'entend,
qui trouve que finalement un poète exilé, maltraité par la France, qui n'a pas beaucoup d'argent, ben c'est bien aussi de pouvoir lui donner quand même de quoi vivre et de quoi pouvoir écrire, je dirais, dans une situation plus confortable. J'ai pensé aussi à une autre raison, excusez-moi, je reviens sur Saint Jean de Perse. Je pense que tout simplement, il était bien aux États-Unis. Et que du coup, n'ayant pas tellement envie de revenir en France, pour toutes sortes de raisons, il a un peu boudé la France. Alors, je crois qu'il insiste beaucoup sur le paysage existentialiste et sur le fait qu'il ne serait pas bien accueilli en France. Mais je pense qu'il avait des conditions de vie, grâce à toutes ces femmes qui, justement, ces dames qui lui faisaient du bien, qui lui voulaient du bien, des conditions de vie, un paysage aussi, un paysage qui lui convenait tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il est né à la Guadeloupe, il n'aime pas beaucoup l'Hexagone. Il se sent enfermé dans l'Hexagone. Donc cet espace, cette vision de loin, je pense, lui convient assez bien. Et c'est une des raisons de plus, je crois, qu'on peut lui reprocher, à savoir que, effectivement, de France, on se dit, bon, il n'aime pas la France. Voilà, donc effectivement, il a voulu construire vraiment, on a voulu construire pour lui ce Nobel, parce que je pense que les Américains y ont vu la revanche qu'ils méritaient. Il est certain que là, vous dressez un panorama qui nous sera très utile pour la suite des tables rondes, car nous aurons l'occasion de revenir avec Carole Rigolo notamment sur cette implantation américaine dans la période de la Seconde Guerre mondiale et puis effectivement dans les années qui suivent de l'œuvre de Saint John Perse et qui peut effectivement permettre d'expliquer beaucoup de choses. Vous avez parlé donc de cette solitude dont il s'est joué finalement à un certain moment et à un autre moment il s'est trouvé finalement piégé par cette solitude également. C'est ce paradoxe sur lequel effectivement nous aurons l'occasion également de revenir. Je voulais un peu aborder avec vous également les conséquences, on va dire, globales de cette attribution décisive du prix Nobel de littérature. Est-ce que la connaissance de Saint John Perse dans le monde va s'en trouver accrue? Qu'en est-il en France également? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en termes de panorama, hein? Bon, ça c'est évident qu'un Nobel encourage les éditeurs à faire de belles publications. Il y a même des collections qui sont celles des Nobel. Donc que l'œuvre ait été diffusée par le Nobel, je dirais que c'est normal. Et c'est évident que quand on prend la bibliographie des œuvres écrites à l'époque, puisque en fait le dernier poème écrit juste avant le Nobel, c'est Chronique, dont d'ailleurs il est vraisemblable qu'il a été, je dirais, stimulé encore plus par cette idée du Nobel. Donc ces œuvres, souvent, et même toujours, sauf chez Bollingen, publiées en 2 tomes, vous les trouvez dans la bibliographie des œuvres complètes de la Pléiade, dans un nombre de pays énormes. En Italie, c'est les Ricci qui publient dans une très jolie collection cartonnée rouge les deux tomes de ses œuvres complètes. Bon, chez Gallimard, c'est bien entendu sous la couverture blanche les 2 tomes qui ont vraiment... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Saint Jean de Perse. On me les a donnés en 61, 62, je me rappelle. Et à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de critique littéraire, pas du tout. Et c'est vrai qu'en ouvrant cette œuvre, je me suis dit, c'est fabuleux, ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai lu quand j'étais au lycée. Ça ne ressemble pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on ne nous en a pas parlé de ça? Bon, donc c'est vrai qu'il y a tout cela. Bon, et puis il y a le monument, mais ça, je pense que Pierre Auster saura nous en parler, de Honneur à Saint Jean de Perse, qui est évidemment un monument qui aura été construit en 65 grâce à... bien sûr, l'aide de beaucoup de personnes, dont Paulan, et dont Pierre Auster a été en quelque sorte le maître d'œuvre, bon, qu'il a vraiment voulu, comme il avait voulu les cahiers de la Pléiade, qui sont réintégrés dans Honneur à Saint Jean de Perse. Il y a ce monument qui, je dirais, à la fois, bon, effectivement, est un monument qui est pesant, qui pèse pour lui, qui peut-être l'a desservi aussi.
parce que c'est à ce moment-là que commenceront les critiques sur l'arrogance du personnage, son outrecuidance, sa raideur, sa vanité, son désir de se sculpter dans le temps. Donc, je dirais que parmi les conséquences, il y a à la fois les bonnes et les mauvaises. Il y a les bonnes, c'est qu'effectivement, les traductions et les éditions bilingues fleurissent dans le monde entier, mais inversement, il y a cette volonté chez lui d'asseoir sa réputation sur un véritable monument éditorial. Et c'est à ce moment-là qu'il commence quand même à penser déjà à la Pléiade. Donc il lui faut des monuments éditoriaux qu'il manipule. Et c'est cette manipulation qui lui sera évidemment terriblement reprochée, avec quelquefois d'ailleurs, je dirais, des partialités qui sont un peu pénibles. Donc finalement, le prix Nobel est un moment dans cette trajectoire à la fois humaine et littéraire de St. John Perse. J'en profite pour signaler que dans le numéro 6 de la Nouvelle Anabase, qui devait paraître hier, mais finalement qui paraît la semaine prochaine, et que donc vous pourrez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et donc, en effet, nous avons consacré un dossier à nous sommes revenus sur Honneur à St. John Perse. Grâce à Pierre Auster, nous avons réexaminé la question, et il est vrai que ce geste particulièrement appuyé de la part de Jean Paulhan et de Pierre Auster correspondait à un désir de léger et de reconnaissance. Et on peut le constater, donc en fait, le prix Nobel ne va pas étancher cette soif de reconnaissance, elle va continuer finalement cette volonté à se manifester jusqu'à, comme vous l'avez dit, l'édification de la Pléiade qui va lui prendre quasiment une dizaine d'années, en effet. Je voulais un petit peu qu'on aborde aussi, de manière générale, les grandes thématiques de ce discours auquel vous avez fait allusion tout à l'heure et dont nous avons entendu le tout début en ouverture de cette séance. Ce discours a de quoi effectivement intriguer dans le contexte de l'époque, une ode finalement à la poésie, une ode ouverte, extrêmement lyrique sur le rôle du poète et sur les rapports entre science et poésie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant que nous entendions l'intégralité de ce discours par Georges Claes ? Oui, alors ce qui frappe effectivement lorsque on le lit, encore plus quand on l'entend déclamer par Saint John Perse, qui, je ne sais pas si ça vous a frappé, moi c'est la première fois que je vois cette vidéo, joue au jeune homme. Il a 73 ans, il n'est pas très âgé, certes, mais j'ai observé cela quand il monte les marches du podium. Il monte à toute allure, comme Sarkozy, pour bien montrer qu'il est en forme. C'est un sportif, de toute façon. C'est un sportif, mais vous savez que l'âge lui coûtait beaucoup. Je crois que vous apprendrez dans le journal de Catherine Bildel que va publier Carole Rigolo dans les cahiers qu'il se teignait les cheveux. À l'époque, les teintures n'étaient pas très bonnes et ça se voyait beaucoup. Et Catherine Bildel lui fait comprendre que ça serait mieux qu'il ne se teigne pas les cheveux. Et inversement, elle a les cheveux blancs et il lui dit ça serait mieux que vous teigniez les cheveux. Bon, donc il a un problème avec l'âge, d'où le poème chronique Grand Âge, parce que justement, dans la poésie, on ne dit pas ce que l'on sait, que l'on croit dans la vie. Je dirais qu'on contourne et on détourne la vie. Bon, alors, ce discours, oui, il est très déclamatoire, très rhétorique, très déclamatoire. Et il s'oppose à tout point de vue, et c'est ça qui m'a frappé en lisant les deux en face l'un de l'autre, au discours de Camus. Je ne peux pas penser que Saint John Perse n'a pas lu le discours de Camus avant d'écrire le sien. Donc, c'est un discours qui se veut en surplomb. Il est constamment en surplomb. Alors, il est en surplomb de sa personnalité de sujet poète. Il dit d'ailleurs qu'il rend hommage à la poésie. Il ne rend pas hommage au poète qu'il est. Il ne parle jamais de « je, sujet Saint John Perse » ou « je, sujet Alexis Léger ». Non, c'est poète avec un grand P au-dessus voilà. Et puis, il est en surplomb, surtout dans cette époque quand même difficile de l'histoire.
de l'histoire. Moi, je trouve que c'est un culot monstre de dire en 1960, finalement, l'histoire n'est faite que de rythmes saisonniers, ce sont des saisons qui passent, alors il y a les grandes, les mauvaises, il y a l'hiver, puis il y a l'été après, c'est un culot monstre. Et si vous me permettez, je vais vous lire un tout petit passage, vous allez entendre même le son du discours de Camus pour bien comprendre l'opposition entre ces deux discours. Le rôle de l'écrivain, dit Camus, du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art. C'est très beau, mais alors c'est complètement opposé à Saint Jean de Perse. Hein. C'est un homme qui est vraiment marqué dans sa sensibilité. Toute la douleur de ce pays qu'il a tellement aimé, qui est l'Algérie, dans laquelle il ne se voit plus, il ne sait plus de quel côté il est. Et vous savez combien il a été discuté, contesté dans son idée de pouvoir réconcilier les parties civiles. Hein. Et cet homme est meurtri, mais se dit non, l'écrivain doit pouvoir être du côté des victimes, c'est très moderne d'ailleurs, mais pas du côté de ceux qui font l'histoire. Enfin, on a presque l'impression qu'il sait à l'avance que Saint Jean de Perse va écrire ce discours et que déjà il le conteste à l'avance. Hein. Donc ce discours est en surplomb et en plus, à mon avis, il est polémique. Il est polémique. C'est-à-dire qu'il dit au monde, ne regardez pas trop ce qui se passe en France, c'est pas ça la nouvelle et la future littérature. Moi, je vais vous dire ce qu'est la vraie grande littérature. Et ça, c'est évidemment assez étrange hein, qu'il ait eu cette audace-là, puisque tout de même, je dirais qu'il avait quand même quelques devoirs par rapport à la France, ne serait-ce que pour son statut d'homme politique qu'il avait été. Alors, il est vrai effectivement que ce côté anti-engagement, anti-littérature d'engagement a été finalement l'un des handicaps aussi de la diffusion de Saint John Perse, parce que cette idée de l'engagement a eu une si grande fortune, on peut le dire, que cette vision cyclique de l'histoire ne plaît pas pour qui reste à la surface des choses. Je pensais, pendant que j'écoutais ce que vous disiez, à ce reproche que Julien Gracq avait opposé à Saint John Perse, disant que c'était une poésie finalement qui restait, alors je vais certainement trahir le texte, arrêtée au solstice, stoppée au solstice de sa propre splendeur. Alors c'est vrai que c'est un discours de ce point de vue-là un peu en porte-à-faux dans son époque. C'est certain. Il est vrai aussi que le discours il est très dense en termes intellectuels, il contient bien d'autres aspects, notamment cet aspect de mise en regard de la démarche de l'écrivain, de la démarche scientifique. C'est un aspect sur lequel vous vous étiez penché il y a quelques années à l'occasion du colloque de 2003 en Sorbonne, et il est vrai que beaucoup d'éclairages ont été donnés très souvent de la part de scientifiques d'ailleurs, de physiciens, de mathématiciens, à propos donc de cette vision qu'il avait notamment de la relativité, cette vision qu'il avait d'Einstein, de la connivence finalement entre la démarche poétique, la démarche intuitive et puis la démarche scientifique en tant que telle. Eh bien écoutez, je crois que pour commencer, nous avons fait là un panorama tout à fait défendable, et que pour pouvoir clore notre introduction, rien ne vaut que d'écouter in extenso ce discours par la voix d'un comédien auquel nous sommes très attachés, et particulièrement en cette maison, à savoir Georges Claes. Nous allons donc écouter le discours de Stockholm tout de suite. J'ai accepté pour la poésie
l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Écart accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant sans les applications pratiques de la science. Mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis. Car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Quand on mesure le drame de la science moderne, découvrant jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles, quand on voit en physique deux grandes doctrines maîtresses poser l'une un principe général de relativité, l'autre un principe quantique d'incertitude et d'indéterminisme qui limiterait à jamais l'exactitude même des mesures physiques. Quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique, allant même jusqu'à réclamer pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique. N'est-on pas en droit de tenir l'instrument poétique pour aussi légitime que l'instrument logique? Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord poétique au sens propre du mot. Et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus loin et de plus loin? Et dès cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences? La réponse n'importe. Le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertures dramatiques de la science moderne. Des astronomes ont pu s'affoler d'une théorie de l'univers en expansion. Il n'est pas moins d'expansion dans l'infini moral de l'homme, cet univers. Aussi loin que la science recule ses frontières, et sur tout l'arc étendu de ses frontières, on entendra courir encore la meute chasseresse du poète. Car si la poésie n'est pas, comme on l'a dit, le réel absolu, elle en est bien la plus proche convoitise et la plus proche appréhension, à cette limite extrême de complicité où le réel, dans le poème, semble s'informer lui-même. Par la pensée analogique et symbolique, par l'illumination lointaine de l'image médiatrice et par le jeu de ses correspondances sur 1000 chaînes de réactions et d'associations étrangères, par la grâce, enfin, d'un langage où se transmet le mouvement même de l'être, le poète s'investit d'une surréalité qui ne peut être celle de la science. Est-il chez l'homme plus saisissante dialectique et qui de l'homme engage plus? Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien, et c'est la poésie, alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement, selon l'expression du philosophe antique à qui elle fut le plus suspecte. Mais plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie, et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes, il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. De l'exigence poétique, l'exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes,
et par la grâce poétique, l'étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, peut-être même son relais. Et jusque dans l'ordre social et l'immédiat humain, quand les porteuses de pain de l'antique cortège cèdent le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique que s'allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Fierté de l'homme en marche sous sa charge d'éternité, fierté de l'homme en marche sous son fardeau d'humanité, quand pour lui s'ouvre un humanisme nouveau d'universalité réelle et d'intégralité psychique. Fidèle à son office qui est l'approfondissement même du mystère de l'homme, la poésie moderne s'engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l'homme. Il n'est rien de pythique dans une telle poésie, rien non plus de purement esthétique. Elle n'est point art d'embaumeur ni de décorateur, elle n'élève point des perles de culture, ne trafique point de simulacres ni d'emblèmes, et d'aucune fête musicale elle ne saurait se contenter. Elle s'allie dans ses voix la beauté, suprême alliance, mais n'en fait point sa fin ni sa seule pâture. Se refusant à dissocier l'art de la vie, ni de l'amour la connaissance, elle est action, elle est passion, elle est puissance et novation toujours qui déplace les bornes. L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout dans l'anticipation. Elle ne se veut jamais absence ni refus. Elle n'attend rien pourtant des avantages du siècle. Attachée à son propre destin et libre de toute idéologie, elle se connaît égale à la vie même qui n'a d'elle-même à justifier. Et c'est d'une même étreinte, comme une seule grande strophe vivante, qu'elle embrasse au présent tout le passé et l'avenir universel. L'obscurité qu'on lui reproche ne tient pas à sa nature propre qui est d'éclairer, mais à la nuit même qu'elle explore, celle de l'âme elle-même et du mystère où baigne l'être humain. Son expression, toujours, s'est interdit l'obscur, et cette expression n'est pas moins exigeante que celle de la science. Ainsi, par son adhésion totale à ce qui est, le poète tient pour nous liaison avec la permanence et l'unité de l'être. Et sa leçon est d'optimisme. Une même loi d'harmonie régit pour lui le monde entier des choses. Rien n'y peut advenir qui, par nature, excède la mesure de l'homme. Les pires bouleversements de l'histoire ne sont que rythmes saisonniers dans un plus vaste cycle d'enchaînement et de renouvellement. Et les furies qui traversent la scène, torche haute, n'éclairent qu'un instant du très long thème en cours. Les civilisations mûrissantes ne meurent point des affres d'un automne, elles ne font que muer. L'inertie seule est menaçante. Poète est celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. Et c'est ainsi que le poète se trouve aussi lié, malgré lui, à l'événement historique. Et rien du drame de son temps ne lui est étranger. Qu'à tous, ils disent clairement le goût de vivre ce temps fort. Car l'heure est grande et neuve, où se saisir à neuf. Et à qui donc céderions-nous l'honneur de notre temps? Ne crains pas, dit l'histoire, levant un jour son masque de violence, et de sa main levée, elle fait ce geste conciliant de la divinité asiatique au plus fort de sa danse destructrice. Ne crains pas, ni ne doute, car le doute est stérile, et la crainte est servile. Écoute plutôt ce battement rythmique que ma main haute imprime, novatrice, à la grande phrase humaine en voie toujours de création. Il n'est pas vrai que la vie puisse se renier elle-même. Il n'est rien de vivant qui de néant procède, ni de néant s'éprenne. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure sous l'incessant afflux de l'être. La tragédie
n'est pas dans la métamorphose elle-même. Le vrai drame du siècle est dans l'écart qu'on laisse croître entre l'homme temporel et l'homme intemporel. L'homme éclairé sur un versant va-t-il s'obscurcir sur l'autre? Et sa maturation forcée dans une communauté sans communion ne sera-t-elle que fausse maturité? Ô poète indivis, d'attester parmi nous la double vocation de l'homme. Et c'est hausser devant l'esprit un miroir plus sensible à ses chances spirituelles. C'est évoquer dans le siècle même une condition humaine plus digne de l'homme originel. C'est associer enfin plus largement l'âme collective à la circulation de l'énergie spirituelle dans le monde. Face à l'énergie nucléaire, la lampe d'argile du poète suffira-t-elle à son propos? Oui, si d'argile se souvient l'homme. Et c'est assez pour le poète d'être la mauvaise conscience de son temps. Toujours difficile de reprendre la parole après cela. En tout cas, c'est sur cette énergie particulière que nous allons marquer une courte pause et enchaîner tout à l'heure avec notre première table ronde. Merci infiniment, Madame Le Villain. Je vous signale qu'on vient de republier un très joli petit ouvrage de Hamar Skjöld en édition française qui s'appelle Jalon. En suédois, je crois qu'il s'intitule Vägmärken, et je crois que Merken, c'est comme Marx, si Marx. Hein. Et c'est très, très beau. C'est une grande personnalité, Hamar Skjöld. Hein. Et c'est un texte un peu mystique. Hamar Skjöld était un luthérien très, très imprégné de Bible et assez torturé, hein, pas du tout optimiste, hein, comme Saint Jean de Perse. Mais de temps en temps, il cite Saint Jean de Perse dans ce journal, et en particulier, il cite « Il n'est d'histoire que d'âme, il n'est d'aisance que d'âme ». Et ce sont des espèces d'aphorismes, enfin ce ne sont pas des espèces, ce sont des aphorismes ou des réflexions courtes qui témoignent vraiment de sa grande ferveur religieuse d'abord, mais aussi de son questionnement intense, son questionnement métaphysique intense. Il est très, très, très obsédé par la mort, par sa mort, et c'est très émouvant parce que dans l'année qui a précédé justement sa mort, dans l'accident d'avion, il est de plus en plus obsédé par cela parce que la crise du Congo est effroyable et qu'il vit très, très mal cet écart justement entre toute sa métaphysique et la politique. Et ça, je trouve que c'est beau de le savoir parce que Saint Jean de Perse a certainement été très sensible chez lui à cette double personnalité, cet homme politique, mais aussi ce poète, parce que ça, ce sont des réflexions, mais il a aussi écrit des poèmes. Ils sont d'ailleurs de temps en temps là, les poèmes, et ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Donc c'est pas une personnalité insignifiante, c'est pas simplement le médiateur du Nobel, hein, c'est vraiment une grande personnalité, Hamar Skjöld. J'en profite pour vous rappeler que l'intégralité de la correspondance entre Saint John Perse et Dag Hammarskjöld a été publiée il y a quelques années au cahier Saint John Perse chez Gallimard. Et c'est Marie-Noël Little, qui n'est pas la sœur de Roger Little, mais qui vit aux États-Unis, qui l'a édité. Hein.